Bonjour et bienvenue dans le calendrier de l'Avent du produit. Tous les jours, du 1er au 24 décembre, nous allons partir à la rencontre d'un ou d'une passionnée du produit qui va nous parler de sa vision, de ses challenges et d'un sujet qui lui tient à cœur. Et en ce 8 décembre, on est avec Léa Desbiens, Product Owner chez Weevoo. Salut Léa, comment ça va? Ça va bien et toi? Ouais, ça va très bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Ouais, carrément. Donc, Léa Desbiens, je suis product owner chez Weevoo, un cabinet de conseil spécialisé en product management. Et puis, je suis ravie d'échanger autour des thématiques produits. D'accord. Et d'ailleurs, en parlant de produit, comment est-ce que tu as découvert le monde du produit et quels sont tes débuts dans le produit et ce qui t'a poussé à y faire carrière? Ouais, c'est assez drôle parce que je viens pas trop de ce monde-là à la base. Je suis diplômée d'une école d'ingénieur et j'ai un diplôme en système embarqué, donc j'ai fait beaucoup d'électronique. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait, c'était pas tant comment on allait résoudre un problème avec des cartes imprimées ou des lignes de code, mais ce qui m'intéressait en fait, c'était de pouvoir justement explorer et chercher les solutions, chercher les retours, chercher les impressions sur le problème pour identifier le scope de solutions. Et c'est comme ça, en fait, en me documentant, que je me suis orientée vers le produit. Donc c'est un peu par hasard. Et dans ce hasard, j'ai été contactée par le cabinet de conseil dans lequel je suis actuellement, qui m'a permis de faire ma transition du coup du monde de l'ingénierie vers le produit. Ok, trop cool. Et du coup, est-ce que tu peux en dire un peu plus justement sur Weevoo et quelle est la vision du produit que vous défendez? Qu'est-ce carrément. Weevoo, c'est un cabinet de conseil qui a 4 ans aujourd'hui et qui a été créé avec une ambition de proposer en fait quelque chose d'assez nouveau au niveau des cabinets de conseil. Les fondateurs ont été pas mal marqués par l'expérience, on va dire, cabinet de conseil et voulaient proposer la leur, et c'est comme ça que Weevoo est créé. Weevoo, c'est un cabinet du coup qui est spécialisé en product management, donc qui se veut accompagner ses clients dans les démarches produits, mais aussi dans les transitions vers le produit et l'agilité. Et c'est ça, je pense, c'est assez différenciant chez Weevoo, c'est cet accès à la communauté produit, donc à la petite centaine de consultants produits qui sont en interne et qui sont chez nous et qui sont prêts en fait à répondre aux problématiques produits de nos clients, mais aussi à la montée en compétences en interne, parce que ça c'est un point qui est très très fort dans le cabinet. Nos évolutions de carrière sont mappées, sont un peu gamifiées, et on a en fait pas mal d'opportunités pour se former sur différents sujets. C'est une plus-value que je trouve assez cool. Et justement, du coup, cette progression et cette montée en compétences, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur genre les moments d'échange que vous avez ou comment est-ce que vous transmettez les savoirs ou les retours d'expérience que vous avez d'une mission à l'autre? Il y a beaucoup de moments qui sont créés, où l'échange est créé. On invite beaucoup les consultants à faire ce qu'on appelle des we products. Donc c'est des moments où un retour de mission est fait sur une problématique précise, ce qui nous permet en fait de tirer profit de l'expérience des consultants en interne dans leur mission, dans des écosystèmes qui sont super différents, qui vont du grand groupe à la start-up, du rôle de first PM à un rôle de head of ou chief of product officer. Et, euh, et du coup, c'est assez riche et on a une petite récurrence un petit peu sur ce genre d'événement. Et côté un petit peu évolution de carrière, quand on rentre chez Weevoo dans le processus de recrutement, il y a une étape qui s'appelle le Product Game qui permet de construire en fait sa matrice de compétences sur plusieurs appétences produits comme le marketing, comme le business, comme la data, comme la tech. Et en fait, à partir de ça, on a un petit peu un score qui nous permet de nous évaluer. Et au fur et à mesure de nos expériences, de nos points de mission, de nos points d'évaluation, on monte en compétences sur cette matrice, ce qui nous permet de passer des niveaux et du coup de pouvoir atteindre d'autres types de missions, d'autres écosystèmes, etc. Donc ouais, il y a vraiment une vraie évolution et en plus c'est assez clair pour toi parce que tu peux voir à l'avance sur quoi tu peux t'améliorer du coup pour évoluer quoi. C'est ça, c'est hyper clair et en plus de ça, je pense la grande force, c'est que chacun des consultants a un coach produit, donc qui est dédié à un certain nombre d'heures par mois pour nos problématiques, à qui on peut se référer en cas de problème, en cas d'interrogation, pour des points un peu plus formels, informels. Donc il y a un vrai suivi personnalisé. Moi, je sais que mon coach produit à moi on prend pas mal de temps pour les problématiques que j'ai en ce moment en mission, pour essayer d'aborder le meilleur axe et de mêler en fait la théorie à la partie humaine qui ne s'anticipe pas trop. Et justement en parlant de tes missions, quand tu arrives dans une nouvelle mission, quelles sont les premières choses que tu regardes et que tu mets en place dans tes premières semaines? J'observe beaucoup.
J'observe beaucoup et en fait j'appréhende un peu mon onboarding comme une phase exploratoire côté produit. Je vais interviewer quasiment tout le monde et je suis dans une phase d'écoute assez active pour récolter du feedback, pour comprendre aussi l'organisation, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui a essayé auparavant, quelles sont les évolutions et les opportunités qui peuvent être envisagées, quelles sont les frustrations, quelles sont les petites victoires du quotidien, essayer un petit peu de mapper tout ça. Et ça, c'est quelque chose qui me prend en général pas mal de temps, de prendre le temps avec tout le monde, que ce soit dans un premier temps l'équipe opérationnelle, donc les développeurs, les testeurs s'il y en a, les designers s'il y en a, mais aussi les parties prenantes, pour être au plus près en fait et au plus juste dans le quotidien des équipes. Et une fois du coup cet onboarding terminé, comment se passe une de tes journées type? Moi aujourd'hui, au regard de mon poste, j'ai avoir une journée type qui est très opérationnelle et proche de mon backlog. Donc j'ai passé pas mal de temps justement avec mon tech lead, avec qui on forme et on travaille pour former un binôme encore plus fort, pour en fait avoir le parfait équilibre, on va dire fonctionnel et technique. Donc fonctionnel, ça va être ma partie, et je vais être référente des connaissances là, donc je vais passer beaucoup de temps à essayer de récolter du contexte, à essayer de comprendre les besoins, à essayer de pouvoir mapper, construire des workflows, pouvoir apporter toutes les clés de réponse sur la partie fonctionnelle. Et ensuite, on va passer beaucoup de temps avec mon tech lead qui du coup a la partie et les connaissances techniques, c'est lui le sachant sur la partie technique, pour préparer au mieux ce qui va être passé en rituel avec les développeurs, pour en fait leur faciliter de travail là-dessus, leur permettre de gagner du temps et surtout d'apporter de la valeur plus vite, parce que plus ce qui est produit côté user story est clair et presque évident pour l'ensemble des membres de l'équipe qui vont passer dessus, plus derrière on peut se concentrer sur l'essentiel, et l'essentiel dans notre rôle côté produit, c'est d'apporter de la valeur à l'utilisateur. J'imagine que ton passé en école d'ingénieur doit t'aider à évaluer quoi mettre dans tes user stories pour que ce soit facilement compréhensible pour des techs, non? Ça joue beaucoup au niveau, enfin ça facilite beaucoup l'échange, je trouve, notamment avec mon lead dev, ce qui est, je pense, qui peut être une première frontière quand on a un rôle de product. On peut avoir peur de cette partie technique parce on la maîtrise pas et ça semble parfois un peu obscur. Et ce qui est plutôt appréciable, c'est que j'ai pas eu cette impression-là, j'en ai pas eu peur et je me suis lancée et j'étais totalement parfois au clair sur ça c'est une techno que je ne maîtrise pas, je vais comprendre la logique mais je la maîtrise pas. Et je pense que c'est aussi agréable du coup de pouvoir assez librement aussi se dire c'est mes techs qui sont référents du savoir sur la partie technique, donc je n'ai pas en fait à savoir, et ça c'est plutôt cool. Et je pense que oui, ce côté ce passé, on va dire côté ingé, me permet un peu plus librement de me dire en fait j'ai le droit de pas savoir. Ok, trop cool. Et pour terminer cette intro, deux petites questions. Est-ce qu'il y a quelque chose concernant le produit que tu as appris récemment, et comment est-ce que tu fais pour faire de la veille et rester curieuse à la fois sur le produit et sur ton produit quand tu es en mission? Une chose que j'apprends à chaque fois que je rentre en mission, c'est cette séparation en fait entre ce qu'on peut lire justement, entre les retours qu'on lit ou qu'on écoute dans les podcasts sur la mise en place de telle ou telle méthode. Et en fait, ce que j'apprends à chaque fois que j'arrive en mission, et du coup ce que j'apprends là, parce que ça va faire un gros mois que je suis arrivée en mission chez Decathlon, ce que j'ai appris, c'est que il faut justement essayer de bien prendre en compte le temps qui a été pris au préalable pour écouter, observer ce qui se passe dans l'équipe. Parce qu'on n'appliquera jamais une méthodologie, on n'appliquera jamais une organisation, on n'appliquera jamais même un rituel ou un framework de la même manière. Et ça, je pense qu'on l'apprend constamment, côté produit, et surtout quand on est prestataire et qu'on arrive et qu'on change de mission régulièrement. Et derrière, côté veille, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les podcasts. Il y a beaucoup de podcasts qui sont, je pense, des grandes références. Je pense notamment au podcast Clé de voûte ou à la Product Tape, qui sont je pense, des grandes références dans le côté podcast produit. Mais ce que j'aime beaucoup aussi, c'est la partie newsletter. J'en suis pas mal, et pas forcément toujours des newsletters produits. Parfois des newsletters sur du growth ou vraiment plus orienté business. Mais ce que j'apprécie avec les newsletters, c'est que généralement les sujets
sont synthétisés et sont présentés assez rapidement, et ça me permet de pouvoir faire un peu de recherche mots-clés dans ma boîte mail et savoir ce que je veux rechercher. Si je cherche un Rex sur une problématique particulière, je tape les mots-clés dans ma boîte mail et je trouve assez rapidement parce que les newsletters font généralement ce travail de bien synthétiser, de faire ressortir les mots-clés, donc assez agréable. Donc j'ai généralement beaucoup de podcasts, de la newsletter, et après je me réfère énormément à la communauté produit WeVoo, parce que il y a tout le monde, enfin si j'ai une question, je sais que quelqu'un a une réponse, voire même plusieurs personnes, mais je suis jamais tombée face à une question sans réponse côté WeVoo. On passe maintenant à la deuxième partie qui concerne plus ta vision du produit. Quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui se lance dans le produit aujourd'hui ? Justement, je lui dirais de foncer et de se lancer sans trop avoir peur et ne pas chercher toujours à coller à ce qu'on lit et à la partie un peu théorie. C'est assez important justement d'avoir cette connaissance de la théorie, mais la théorie c'est une chose, la pratique c'en est une autre, et être sur le terrain c'est justement faire face à pas mal de paramètres et de variables qui bougent beaucoup, et de fait on n'arrivera jamais à appliquer un framework tel qu'on l'a vu dans une formation, ou tel qu'on l'a vu entendu dans un podcast, dans une newsletter. Donc je pense que le conseil que je donnerais, c'est essayer. Il faut essayer. Il faut bien sûr un petit peu préparer son terrain, mais il faut essayer, et il faut surtout parfois pas forcément s'en vouloir d'échouer, parce que c'est de la base un peu de notre métier, c'est par l'échec et par les hypothèses et par les tentatives qu'on apprend. Et je pense que c'est ça le gros, c'est l'apprentissage, et si on se loupe pas un moment, peut-être qu'on n'apprend jamais en fait. Et justement, en parlant d'échec, est-ce que toi, il y a une erreur que t'as faite qui a changé ta façon de faire du produit ? Oui, il y en a. Je pense que dans ma première mission, j'avais envie que tout aille vite. J'avais envie que tout aille vite parce que c'était limpide dans ma tête, et ça me semblait clair. Et on a eu un gros moment en gros de discovery, on a beaucoup exploré, on a fait des design sprints, on a fait pas mal de choses justement pour comprendre le réel besoin utilisateur et là où on allait se positionner. Et une fois qu'on a eu ça, tout était clair et je voulais que tout aille vite. Et je pense que ça c'est une erreur, parce que plus on va vite, plus on se repose sur le fait que c'est bon, c'est clair dans ma tête, plus on s'enferme. Et s'enfermer dans le produit, je pense que c'est la pire erreur qu'on puisse faire. On parle beaucoup dans Scrum d'équipe auto-organisée, d'équipe complémentaire. Je pense que ça c'est la base un peu de notre fonctionnement, et se faire un silo et s'enfermer, c'est passer à côté des retours, d'expertise de tout le monde. C'est je pense la pire erreur qu'on puisse faire. Et du coup j'ai beaucoup appris depuis, et j'essaye toujours de poser, de repartir avec l'accord de tout le monde, de se mettre d'accord, d'être sûr qu'on a bien tous la même vision, et de pas s'arrêter et dire c'est bon, c'est mis d'accord une fois, tout le monde va dans le même sens, parce que si on se resynchro pas de temps en temps, on va pas du tout tous dans le même sens, parce que de base on n'a pas tous la même expertise, on n'a pas tous le même savoir, on n'a pas tous la même vision, et c'est ça le produit, réussir à synchroniser un petit peu tout ça. Au-delà de cet alignement entre tous les membres de l'équipe produit, c'est quoi pour toi une bonne équipe produit et par extension un bon product owner ? Une bonne équipe produit, je pense, c'est une équipe produit qui est individuellement consciente de ce qu'elle apporte et de ce qu'elle peut apporter. J'ai beaucoup de personnes de mon cercle du coup, parce que des gens autour de moi, des camarades de promo, etc. sont devenus développeurs et développeuses. J'ai beaucoup de personnes, donc notamment des gens qui occupent ce rôle-là, qui me disent mais moi je suis là pour développer ce qu'on me donne, et je me sens pas légitime de porter plus de sujets, alors que justement moi j'attends de mes développeurs de pouvoir porter des sujets techniques, d'être force de proposition et de porter leur voix en fait. Et je pense qu'une bonne équipe produit, c'est une équipe où chacun se sent autorisé déjà à porter la voix de son expertise et à porter sa voix, se sent autorisé et surtout se sent encouragé à le faire. Et je pense que c'est comme ça qu'on crée un environnement bienveillant et qui roule bien, et où le feedback aussi se fait bien, parce que ça je trouve que c'est un gros game changer quand on arrive à se faire des feedbacks correctement dans une équipe, qu'ils soient positifs ou négatifs, hein, il y a pas de différence entre les deux.
Mais du coup, une équipe où chacun se sent responsable un petit peu de mettre en avant et de lever des alertes parfois ou de mettre un coup de bouche sur son expertise parce que la personne se sent écoutée et se sent encouragée à parler. Je pense que ça, c'est une bonne équipe produit. Et du coup, être un bon product owner, c'est pour moi, et c'est une chose que je dis beaucoup, c'est savoir partager en fait son empathie entre ses utilisateurs et son équipe entière et pouvoir mettre en fait autant d'écoute pour les utilisateurs finaux que les membres de notre équipe pour essayer de faire ce qu'il faut en tout cas pour créer cet environnement. Est-ce que tu as des astuces ou des choses que tu as apprises par l'expérience qui t'aident aujourd'hui à mieux gérer ton backlog et ta roadmap? Je formalise beaucoup. Je pense que ça c'est peut-être la manière dont j'ai juste été scolairement, mais je formalise beaucoup, j'écris beaucoup, en essayant toujours de ne pas tomber dans le trop, parce que de la documentation ou des traces écrites qui ne sont pas lues, ça ne sert à rien. Et j'essaie de beaucoup documenter parce qu'on se rend compte que en 6 mois, il y a eu un bon paquet de sprints, il y a des pivots qui sont pris, il y a des décisions qui sont levées ou qui reviennent en arrière, et réussir à avoir une traçabilité de tout ça. Je trouve ça plutôt bon et moteur pour avancer. Si on sait d'où on est parti, on arrive toujours un peu à retomber sur nos pattes pour faire avancer notre roadmap. Donc ça, c'est une chose que je tiens, enfin, sur laquelle j'avance beaucoup et qui me permet aussi de synchroniser les équipes. Donc que ce soit autant sur un niveau d'épique qu'un niveau de feature qu'un niveau d'US, je vais toujours chercher à reposer ce qui a été dit pour laisser le moins en fait d'ambiguïté possible, parce que j'estime que si on a un bon cadre dans une équipe, c'est un peu comme ça qu'on peut se permettre d'être créatif. Si ça va déjà dans tous les sens, ça peut faire peur de vouloir tenter quelque chose, alors que si on a l'impression que bon bah en fait on a un cadre et on a un petit peu une routine, on peut peut-être se permettre de faire des sorties de chemin de temps en temps. Et comment est-ce que toi tu vois le monde du produit évoluer et quels sont tes plus gros challenges en ce moment? Alors moi je le vois beaucoup évoluer, notamment avec le no-code et avec les nouveaux rôles qui sont en train d'arriver, les rôles de product builder, parce que ça va aller encore plus vite. Je pense que ça, ce time to market va s'accélérer énormément pour beaucoup d'entreprises, de startups qui se lancent et ça va bousculer pas mal de choses, notamment sur l'aspect concurrentiel. Donc il va falloir revoir aussi un peu plus d'agilité sur la partie business. Et je pense que ça va être un sacré challenge pour beaucoup de parties prenantes de produits. Et là, j'ai pas forcément toutes les réponses pour savoir comment moi je vais m'adapter aussi là-dessus, si ce n'est de juste rester curieuse et de voir ce qui se prépare. On passe maintenant à la troisième partie qui est donc le thème du jour. Et tu as décidé de nous parler du coup du prototypage avec des outils no-code. Pourquoi avoir fait ce choix? Parce que justement, dans mon premier rapport au produit, on m'a laissé cette opportunité-là. On devait tester des hypothèses vite. Dans ma première expérience produit, j'étais dans une startup qui avait 2 mois globalement, donc petite équipe, gros moyens parce qu'on sortait d'une levée de fonds, mais petite équipe quand même. Et on voulait pouvoir tester les hypothèses qu'on avait définies pendant la phase exploratoire assez rapidement pour pouvoir en fait en tester une, en tester deux, en tester trois et puis en fait converger un peu plus facilement pour la suite. Et en fait on s'est lancé là-dessus. On s'est lancé sur du prototypage à petite échelle d'abord. Donc on avait fait à l'époque l'idée c'était d'essayer de tester un petit peu une plateforme web, donc on avait transformé un Notion en site pour essayer de tester ça et de récolter du feedback assez rapidement. Puis on a itéré, puis on s'est rendu compte que il y avait beaucoup d'actions manuelles. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour gagner du temps? On a automatisé, récolté du feedback côté équipe, côté utilisateur. Qu'est-ce que ça a changé? Et en fait, c'est assez fou ce qu'on a réussi à faire parfois en 2-3 semaines de temps. Ouais, en 2-3 semaines de temps. Ce qu'on a réussi à faire, le nombre de personnes qu'on a réussi à interviewer, à mobiliser pour justement nous pouvoir avancer, pouvoir itérer rapidement et en fait proposer quelque chose
très vite parce qu'on avait une grosse conférence et on avait envie de pouvoir tester en fait notre solution lors de cette conférence et on avait justement cet objectif-là et qui nous laissait pas beaucoup de temps. Et en fait, j'ai beaucoup aimé parce que j'ai pu mettre un peu les mains dedans et comprendre un peu en fait mon produit il allait être construit comment. Et c'est aussi comme ça que je trouve qu'on se rend pas mal compte de l'importance du MVP. Quand on commence dans le produit, je pense qu'on a toujours un peu tendance à estimer que beaucoup de choses sont importantes et on le voit dans beaucoup de backlogs, beaucoup de sujets sont prioritaires, etc. Et de construire un peu nous-mêmes des choses, ça nous rend compte, enfin on se rend compte assez rapidement que en fait l'essentiel de mon produit est à tel endroit et le reste ce sera de l'amélioration, ce sera du plus, mais c'est pas ça qui répond dans un temps premier à la problématique que j'ai soulevée. Du coup, tu parlais de Notion transformé en site web. Comment est-ce que tu choisis ces outils justement pour prototyper et comment est-ce que tu les prends en main? Beaucoup de veille. Je sais que d'avoir justement tenté un peu cette expérience avec Notion et en plus on était dans un cadre où c'est vrai qu'on avait énormément de budget donc on avait au moins la chance de ne pas devoir se restreindre à cette solution va nous coûter autant par mois, c'est pas envisageable. On pouvait tester. En fait, on pouvait prendre un mois d'essai et puis tester ce qu'on voulait faire, comparer. Et je pense qu'un sujet qui est assez important, c'est la notion de performance, surtout dans une entreprise qui veut se pouvoir scaler à partir de son modèle no-code. Donc beaucoup de tests, parce que beaucoup de propositions justement qui proposent cette période d'essai, etc. Et ça c'est plutôt cool. Enfin, je dis outil no-code, mais je pense que on était plutôt sur du no-code parce que il y a beaucoup d'outils où il faut prendre un peu en main du Python ou du JavaScript. Mais en fait, il y a tellement de documentation aujourd'hui sur ces outils-là que je trouve que la courbe d'apprentissage, elle est assez exponentielle dans le sens où je sais que par exemple en termes d'automatisation, on connaît pas mal Zapier, qui est un peu je pense une référence, mais on a aussi Make. Et moi j'ai beaucoup travaillé avec N8N qui fonctionne globalement sur le même principe. Hein. Il y a des blocs avec des triggers et on vient attendre et on vient écouter certaines actions pour lancer des chaînes de processus, enfin de workflow en gros. Et pour faire un peu ce qu'on attend, il faut mettre un peu les mains dedans et aller envoyer quelques lignes de JavaScript par-ci par-là. Et en fait, il y a un côté assez amusant. Alors ça, c'est peut-être parce que je suis passée par là et que moi ça me plaît d'aller me prendre la tête sur comment je vais construire ma donnée, où est-ce que je vais l'appeler, comment elle va être construite, quelles sont mes clés de référence, etc. Mais il y a un côté assez ludique, je trouve, à faire ça un peu de temps en temps dans son quotidien. Ça change de sa gestion de backlog, plutôt cool. Et du coup, toi, est-ce que tu penses que t'as eu de la facilité à prendre en main ces outils parce que t'avais une expérience d'ingénieur avant, ou est-ce que tu penses que c'est accessible à peu près à tout le monde? Je pense que ce qui m'a permis de prendre en main vite le sujet, c'est que en fait, il n'y a pas eu de complexe. Et ça, c'est un truc qu'on trouve beaucoup. On se dit un peu d'emblée, tu sais, c'est un peu comme les maths, on se dit un peu d'emblée, ah non, mais moi, je suis nulle en maths, je vais jamais y arriver. Et on se dit, ah, c'est du code, c'est l'informatique, en fait, je vais jamais y arriver non plus parce que j'étais nulle en maths à l'école. Et je pense qu'on se trouve beaucoup d'excuses parce qu'on a peur de le tenter. Et je le vois beaucoup autour de moi. Je peux comprendre que les lignes de code au début, ça fasse peut-être un peu peur parce que c'est quelque chose qu'on connaît pas. Mais je pense que justement, les gens qui arrivent à prendre en main et qui se révèlent, hein, il y a pas mal de monde qui finalement se révèlent sur ces sujets-là parce qu'ils sont bons. C'est des gens qui n'ont pas d'a priori et qui n'ont pas de complexe et qui essayent et qui au pire en fait j'y arrive pas, je comprends pas. Peut-être qu'il y a des gens qui sont pas faits pour ça, mais qui au moins essayent. Et ça, je pense que c'est super important de se décomplexer quand on est dans le produit face à la tech pour justement en fait s'ouvrir à ce genre d'opportunités quoi. Après, je pense pas que les études ont dû aider, mais je pense aussi que le fait d'être décomplexé par rapport à ça a sûrement plus aidé mes études. Et pour toi, quelles sont les limites du no-code ou du low-code? On voit de plus en plus le produit de Product Builder arriver. Est-ce que pour toi, le no-code et le low-code, ça doit s'arrêter au prototypage? Ou est-ce qu'on peut carrément l'utiliser à grande échelle et quitte à se passer à terme des développeurs? Alors, je pense qu'on ne se passera jamais des développeurs. Ça, je suis assez convaincue de ça. Pourquoi? Parce que on le voit aujourd'hui, même avec nos modèles de code classiques, on a des problèmes de données. On a des problèmes d'agrégation de données, on a des problèmes de construction de données, on a des problèmes de tables qui sont pas
qui sont pas toujours ISO parce que les produits sont construits en parallèle, etc. On a un vrai problème de données. Et je pense que c'est à cause de ça en grande partie que on se limite un peu à la partie MVP pour le no code low code parce que la donnée est pas assez bien pensée au début, où on n'a pas assez pris le temps de schématiser, de voir comment on allait construire ça, et on n'a pas assez pris le temps parce que ça reste quand même un métier hein, faire ce genre de choses. Mais en tout cas, je pense qu'on peut y arriver si on se pose. Mais ce qu'on voit dans beaucoup de cas, c'est que oui, si la donnée est pas bien construite au début, si on sait pas vraiment d'où on va, en fait, on va pas réussir à scaler parce qu'on aura construit un modèle de données qui va bien pour un ou deux use cases donnés et qui n'ira pas du tout pour scaler. Donc moi, je pense que c'est vraiment possible de scaler et il y a quelques entreprises, il y a quelques entreprises qui le font et qui arrivent à avancer avec des outils no code. Il y a eu pas mal d'exemples là récemment à la Summit no code qui a eu lieu il y a un mois et demi. Il y a eu pas mal de boîtes qui ont justement pu présenter un petit peu tout ça. Mais je pense que c'est primordial, vraiment, de construire sa donnée correctement et pas en 2 heures, un vendredi après-midi, quoi. Il faut vraiment se poser et faire appel à beaucoup de choses pour bien construire et schématiser sa donnée et pouvoir scaler après, quoi. Et toi, du coup, tu devrais évoluer vers le métier de product builder? Bah, si j'ai l'occasion. Pourquoi pas. Mais après, je pense que product builder, faut vraiment voir l'écosystème dans lequel c'est. Quels sont les autres rôles, parce que du coup, ça revient quand même rediscuter un petit peu les équipes produits qu'on a l'habitude de voir, et c'est tant mieux, hein, il faut que ça aille. Le changement n'a pas forcément toujours quelque chose de mauvais, mais il faut voir aussi dans quel type d'écosystème. Et je pense que le product builder dans un écosystème où la maturité est là et on est conscient qu'on va vers ce genre d'approche là aussi, qui est une approche un peu particulière. Pourquoi pas? Mais je pense qu'il y a des écosystèmes encore qui sont pas prêts à avoir des product builders. Et dans ces écosystèmes-là, j'aurais pas forcément envie d'y aller. Et pour terminer, est-ce que tu aurais 3 astuces que tu peux partager pour tirer au mieux profit des outils no-code en prototypage? Ah bah, règle numéro 1 du coup. Construire sa donnée correctement. Et vraiment bien la faire et surtout bien réfléchir à ses clés d'appel, c'est super important. 2, pas hésiter à aller chercher du contenu vidéo. Il y a beaucoup de ça se fait de plus en plus et je trouve ça trop cool comme contenu, mais il y a énormément de streamers sur Twitch notamment qui font des démos live d'outils et qui font ça pendant je sais pas 4 heures. Alors on n'a pas besoin de regarder les 4 heures de live non plus, mais qui se disent OK bah ce soir on va refaire Spotify ensemble et qui font des trucs comme ça en 4 heures avec leur communauté qui est en ligne et qui donne des petits conseils. Il y a un côté assez cool, mais je pense vraiment pas hésiter à consulter. Et déjà il faut savoir que ce genre de contenu existe. Maintenant que j'en table, il faut surtout pas hésiter à les consulter parce que c'est une mine d'or d'informations. On voit beaucoup remonter des erreurs qu'on va pouvoir avoir de manière régulière et surtout gagner du temps pour ne pas les faire. Ça c'est plutôt chouette. Et troisième conseil, en partant sur du no-code, on voit beaucoup d'outils maintenant qui permettent de tout faire. La partie design, l'intégration design hyper facilement, la partie automatisation, la partie vraiment tech, back, opérationnel. Attention à l'effet de silo. C'est ça qui est hyper fort dans nos équipes produits, c'est qu'on arrive à se reposer sur et à avancer, pas se reposer, à avancer sur l'expertise de personnes différentes. Attention à ne pas partir et à s'isoler dans son coin parce que j'ai trouvé 2-3 outils qui marchent bien ensemble et qui permettent de faire en fait le design, de faire du back, de faire mes tests, de faire tout seul. Et donc attention à ne pas finir par vous isoler et faire tout ça dans votre coin. Continuer les bons réflexes de prise de feedback, d'interroger les sachants. Je pense que c'est super important, même si on a l'impression d'avoir un peu tous les outils dans les mains. Ok, trop cool. Bah merci beaucoup d'avoir participé à ce calendrier de l'avant du produit. Avec plaisir. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou un mot de la fin? C'est une chouette opportunité et je pense que c'est toujours cool de pouvoir démocratiser entre guillemets, mais parler un peu plus de produits tous les jours. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce mindset produit
et qui n'attendent en fait que d'entendre un peu parler de produits pour savoir que c'est leur voie à eux. Donc c'est très très bien, très bonne opportunité. Et voilà, cet épisode du calendrier de l'avant du produit est maintenant terminé. J'espère que vous l'avez apprécié. Je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. À demain!